Ladies and gentlemen, please welcome Senior Broadcast Journalist, BBC World Service, Dawood Azami. I think you are. Well, good afternoon and thank you for being here. Bien, bon après-midi à tous. Merci de nous avoir rejoints. Il s'agit ici de sécurité alimentaire. Un homme affamé est un homme en colère. Et nous allons aborder cet après-midi un nombre de problématiques liées à la sécurité alimentaire avec une focalisation plus particulière sur l'Afrique. L'Afrique valued at about 30 billion a year. But what is wrong? À peu près 30 milliards par an en termes de coûts de production. Comment améliorer la production en Afrique, pas seulement pour nourrir ces populations, mais également pouvoir ainsi exporter de la nourriture aux autres populations de par le monde. Également l'importance de la gestion des sols, l'importance de la technologie, de la communication et de l'information, et également les développements dans le secteur agricole. Nous avons ici un panel extraordinaire. Nous avons Léandre Bouloubou, coordinateur général de graines de la République gabonaise, William Kwende, qui est président du groupe Agritech, Daniel Kota, qui est responsable du développement chez Grégory International, Albert Sasson, section sciences de la vie et biotechnologie, Académie Hassan II des sciences et techniques au Maroc, Moussa Seck, président pan-africain en agrobusiness et agro-industrie, et Leit Sniber, fondateur et PDG d'Eriena 4 Impact Maroc. Merci de me donner la parole et de m'avoir invité sur ce plateau. Alors donc, vous l'avez fait, vous l'avez présenté, je suis le responsable du programme Graines. Graines, c'est un projet agricole, c'est même un programme, on va dire, qui concilie deux impératifs de développement du Gabon, notamment dans son pilier Gabon vert. Alors, nous avons deux soucis. Le premier, c'est que nous avons un problème de sécurité alimentaire parce que nous importons l'essentiel de ce que nous mangeons. Et deuxièmement, nous ne sommes pas parvenus à diversifier notre économie, donc à augmenter la part de la production agricole dans le produit intérieur brut du pays. Alors, le chef de l'État nous a donc instruit de régler ces deux problèmes à travers donc le pilier Gabon vert. Et en faisant quoi? En développant donc les cultures vivrières pour réduire notre dépendance vis-à-vis de nos pays voisins, et de l'autre côté, de positionner le Gabon comme un pays exportateur des produits agricoles tropicaux, notamment le palmier à huile, l'EVA, le café, cacao. Donc, Graines vient s'inscrire dans ce vaste programme du Gabon vert pour régler ces deux problèmes. Et tout à l'heure, justement, on va aller un peu plus loin pour vous dire à l'assistance comment nous concilions donc, les impératifs de développement du secteur agricole avec la préservation de l'environnement, sachant que le Gabon, comme on l'a vu hier, a pris des engagements très forts, le président l'a rappelé hier. Le Gabon aujourd'hui a pris clairement le leadership sous-régional et voire continental en ce qui concerne les changements climatiques. Et c'est justement fort à propos que nous sommes en train de voir comment, dans le cadre de ce programme, concilier les deux impératifs. Je vais m'arrêter là, je vais peut-être donner l'occasion aux autres de faire une petite présentation et puis en ce moment-là, on va pouvoir réagir donc aux questions du public. Je vous remercie. Thank you very much. Alors, quand on parle de la sécurité alimentaire, il ne s'agit pas simplement de la production, mais également de la distribution et de la disponibilité au bon prix.
Alors, Monsieur Kota, vous travaillez en Afrique depuis de nombreuses années. Quelle est votre expérience? S'agit-il d'une problématique de production ou s'agit-il plutôt d'une problématique de distribution, de disponibilité ou des trois? Ça marche? Vous m'entendez? Oui. Mon sentiment sur la production de l'agriculture en Afrique, elle est liée à la recherche d'un nouveau modèle, puisqu'on part d'une situation où l'Afrique n'a traditionnellement pas une tradition de production liée, comme ça a été le cas par exemple en Inde, à la Révolution verte pour répondre aux besoins. Et aujourd'hui, elle est à la recherche le vrai enjeu, c'est la recherche d'un nouveau modèle qui doit s'appliquer à de nouveaux besoins, dans la mesure où les principes de production à haut rendement ne sont pas en place en Afrique. Et pour cela, une des raisons, c'est que les systèmes existants avec des engrais sont très chers. Or, pour avoir un bon rendement, il faut payer. Donc le problème à la production, c'est que ce modèle-là, il est onéreux. Et ce qui ne permet pas à un agriculteur d'investir, puisqu'il n'aura pas son retour sur investissement. Donc sur la production, il y a un vrai enjeu sur comment produire en tenant compte du sol. Le sol en Afrique, la nature des sols, c'est ce qui doit permettre de choisir le bon dosage pour produire. Donc ça, il y a un enjeu sur la façon dont on produit, qui est à redéfinir et sur laquelle je pense que les experts agricoles peuvent aider à condition qu'ils aient une certaine indépendance vis-à-vis des gros producteurs, des industriels, des semenciers. Ensuite, la distribution. Pour faire la distribution, il faut une infrastructure. Dire qu'aujourd'hui, en Afrique, on est sur un commerce de proximité. Et il est évident que l'agriculture périurbaine, par exemple, celle qui se développe à la périphérie des villes, peut être très intéressante pour offrir des produits de consommation immédiate et qui aujourd'hui ne sont pas suffisants. Au Gabon, comme dans d'autres pays, il y a une forte importation de produits et c'est très étonnant. Donc la question de la distribution est liée à la mise en place d'infrastructures et d'un système de distribution. Entre les deux, je pense que la mise en place de coopératives, telles que ça s'est développé dans beaucoup de pays, c'est-à-dire de regrouper les producteurs pour leur assurer les débouchés, c'est une sécurité. Merci beaucoup. J'aurais dû vous dire dès le départ que l'on posera qu'on écoutera vos questions dans la salle. Donc réfléchissez-y maintenant et vous pouvez intervenir à tout moment. Monsieur Kwende, vous êtes un jeune entrepreneur et on pense à un profil donné d'un agriculteur. Est-ce que ce profil en Afrique est en train de changer aujourd'hui? Est-ce que c'est cool d'être un agriculteur en Afrique aujourd'hui ou est-ce que ça reste l'apanage de l'ancienne génération simplement? Merci pour cette question. J'aimerais remercier le New York Forum Africa de nous avoir invités et de nous permettre de nous adresser à vous aujourd'hui. En tant que l'agriculteur du panel, je dois dire que c'est l'une des problématiques majeures auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Et comme je l'ai déjà dit lors d'autres réunions, nous voyons une forte migration des zones rurales vers les zones urbaines. Ce qui implique que le modèle de l'agriculteur africain n'a pas été correctement défini ou en tout cas n'a pas été compris dans les communautés rurales. Aujourd'hui, nous devons pouvoir partager la vision claire de ce qu'un agriculteur doit être et tenter de partager ces visions avec les populations des communautés rurales pour qu'elles puissent voir un avenir pour elles dans ce secteur. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que pour certains décideurs, le modèle est effectivement fixe
établi depuis longtemps selon les différents programmes internationaux. Quel serait le développement agricole nécessaire? Quel serait le salaire que l'agriculteur devrait avoir? Quelle formation il devrait avoir? La réalité, c'est que tout ceci n'est absolument pas clair dans l'esprit des agriculteurs des zones rurales. Et ils ne voient pas leur avenir, ils ne savent pas bien ce qu'ils devraient devenir et comment jouer un rôle dans les économies en développement. Alors nous avons un grand nombre de jeunes Africains dans la salle. Qui veut être un agriculteur à l'avenir? Levez la main, s'il vous plaît. Donc, 10 personnes. Et qui veut devenir banquier ou médecin? La plupart des jeunes Africains, en tout cas dans cette salle, veulent être agriculteurs. Donc visiblement, c'est cool ici d'être un agriculteur. Mais votre expérience ne nous dit pas du tout la même chose. Comme nous en avons parlé, j'aimerais entendre les commentaires des jeunes Africains qui veulent devenir agriculteurs et qui nous décrivent comment ils se voient en tant qu'agriculteurs. Dites-nous pourquoi vous voulez être agriculteur. There's a microphone there, you can go and talk there. So, Mr. Sasan, while that young African lady, alors, cette jeune femme africaine, yeah, she got the mic. So why do ça you y est, want là, to le be a micro. farmer? Pourquoi What is voulez-vous attracting devenir farmer? agricultrice, madame? Bonjour, Charlotte Libog, promotrice de la plateforme Afrique Grenée du Monde. Effectivement, aujourd'hui, le jeune Africain a vocation à devenir un agriculteur. Nous sommes tous agriculteurs. Pourquoi? Parce que l'agriculture africaine, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. En termes de développement de notre économie, de nos économies, en fait, il va falloir miser sur l'agriculture. Et je suis personnellement ingénieure en informatique et je me considère comme une agricultrice conventionnelle. C'est-à-dire que je travaille avec la paysannerie et je pense qu'ici, dans la salle, c'est le schéma qui émerge de la part de tous. Parce que cette agriculture-là, en tout cas ce challenge que constitue la relance de l'agriculture africaine ne peut pas reposer uniquement sur la paysannerie. Il va falloir que nous nous engagions tous. Il va falloir travailler en étroite collaboration avec la paysannerie pour pouvoir relever justement l'énorme challenge que constitue la sécurité alimentaire de nos États, la souveraineté alimentaire de nos États, la lutte contre la pauvreté et la misère et tout simplement la création de richesses. Donc oui, je suis agriculteur, mais agriculteur à partir de ma formation de base, donc qui est celle de l'informatique. De la même manière, les financiers ici pourraient mettre justement leurs compétences au service de l'agriculture. Il s'agit de cela, il s'agit de l'agriculture conventionnelle. Do you get enough support from your government? Est-ce que vous obtenez suffisamment de soutien de votre gouvernement? On en a toujours besoin. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, nous avons ce qu'il faut, nous avons les compétences et c'est une question de volonté. Nous avons nos États, effectivement, qui tardent à mettre en œuvre les engagements qu'ils ont pris, notamment lors des fameux accords de Maputo. On n'arrive pas encore aujourd'hui, on n'arrive pas à consacrer 10% du budget de nos États à l'épineuse question de l'agriculture. Et pourtant, encore une fois, je le dis, l'Afrique, c'est quand même plus de 70% de ruraux et donc d'agriculteurs, d'une part. Et d'autre part, on pourra parler d'une réelle croissance économique inclusive et durable uniquement quand on parlera réellement d'une révolution agricole. Tous les États dans le monde entier se sont développés grâce à l'agriculture. L'Afrique n'a pas fait sa révolution agricole et l'Afrique fera sa révolution agricole uniquement avec la jeunesse africaine, avec les femmes africaines, en étroite collaboration, bien évidemment, avec notre paysannerie. Voilà. Thank you very much. Thank you. So, Mr. Sasan, you are Monsieur Sasan, biological scientist. vous êtes scientifique biotechnologique et nous savons qu'une grande partie des terres non cultivées sont en Afrique.
Lorsque l'on parle de la biotechnologie, ceci était une composante clé des révolutions vertes dans les années 60 en Asie du Sud-Est et aux États-Unis. Pourquoi est-ce que cela n'a pas marché en Afrique? Pourquoi est-ce que la biotechnologie n'est pas bien ou assez utilisée en Afrique? Merci, monsieur le modérateur. Je suis tout à fait d'accord avec la dernière oratrice. Je pense que l'agro-industrie peut devenir un véritable moteur de l'économie nationale si bien évidemment un certain nombre de prérequis tels que la volonté politique par exemple soient présents. Et il y a d'autres exemples, par ailleurs, qui montrent que l'utilisation de la biotechnologie peut constituer un success story. Alors on peut parfois penser que l'avenir peut être triste de 140 millions de personnes qui meurent de faim en Afrique. C'est vrai. Et 27 pays, selon la FAO, n'ont pas de sécurité alimentaire, ce qui est vrai également. Mais en même temps, nous voyons qu'un grand nombre de pays mettent la priorité sur ces sujets dans leur agenda politique. Et nous voyons ce qui se passe au Gabon. Et comme a dit la dernière oratrice, ils veulent être impliqués, les jeunes agriculteurs. Maintenant, votre question traite du package technologique. Mais nous savons que le package technologique ne suffit pas pour lancer une nouvelle révolution verte. Il faut y inclure des aspects sociaux, il faut outiller les gens, il faut améliorer les voiries de manière à pouvoir organiser des marchés, de manière à ce que les agricoles puissent gagner leur vie. Parce qu'on ne peut pas dire que l'Afrique est demain. L'Afrique, c'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui qu'il y a des millions d'agriculteurs qui doivent être assistés, soutenus, afin de gagner leur vie grâce à leur travail. Mais on peut parler, par exemple, de graines à haut rendement, de pesticides, d'engrais, etc. Mais nous sommes tous d'accord. Mais ce sont des entrées dans le modèle. Mais si vous pensez aux Chinois, si vous pensez aux Brésiliens, ils ont déjà apporté ces outils aux agriculteurs, aux petites familles d'agriculteurs. Et il n'y a pas là que des organismes génétiquement modifiés, simplement améliorés. Ils ont mis à disposition des systèmes d'irrigation, des engrais organiques et non organiques, bio ou non. Et les terres sont fatiguées. Et souvent, il s'agit de sols de latérite. Alors, bien sûr, les sols volcaniques sont beaucoup plus fertiles. C'est pour ça que certains pays sont plus riches que d'autres. Mais il faut bien sûr contribuer tous ces outils sans jamais oublier la dimension sociale qui est fondamentale. Et ça, c'est la porte de sortie. C'est-à-dire permettant aux agriculteurs de se réunir, de former des coopératives. Et ainsi, ils deviennent beaucoup plus efficaces. Parce qu'on ne peut pas simplement... On peut apporter, par exemple, un système d'irrigation sur une ferme d'1 hectare. C'est pas trop difficile, mais pour 100 hectares, c'est quelque chose qu'il faut travailler à l'avance. Et dans des tas de pays, il y a des gens qui passent de la production de céréales à la production de fraises. Et ils exportent leur production et à leur tour peuvent, grâce à ces rentrées, acheter la nourriture. Il y a aussi donc des récoltes différentes qui peuvent être aujourd'hui travaillées. Monsieur Schnieber, ma question concernant l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, des TIC, et comment peut-on bénéficier des
dernier développement en ce qui concerne l'éthique, puisqu'elles sont considérées comme étant une aide précieuse à la production alimentaire. Bon, de toute évidence, on ne peut pas dire qu'on l'utilise à plein, cette éthique. Juste si on tient compte de la situation dont nous débattons cet après-midi. On utilise l'éthique essentiellement pour approvisionner les gens en téléphone. Mais lorsque l'on pense à la sécurité alimentaire au niveau mondial, il s'agit d'un tiers de notre population qui est gâchée. Et dans nos pays, ça va jusqu'à 60% de notre alimentation qui est gâchée après la récolte. Donc nous parlons du besoin de produire plus. Moi, je dis qu'il faut que l'on capitalise sur la production existante. Parce que si on se contente de gaspiller cette production, ça ne marchera pas. Nous avons aujourd'hui même 60% de gaspillage de toute notre production, dû au manque d'infrastructures, mais aussi dû au manque de capacité de transformation, au manque de connaissances techniques. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut aborder les choses. Et comme a dit le professeur Sasson tout à fait correctement, nous focalisons trop sur une production plus intensive. Et lorsque l'on regarde certaines parties du monde, c'est peut-être vrai, mais lorsque l'on regarde le monde en entier, on produit à peu près 3000 calories par personne par jour. C'est-à-dire que l'on peut nourrir 50% de population de plus dans les conditions de marché parfaites, etc., que cela n'est le cas aujourd'hui. Et comme a dit la jeune oratrice tout à l'heure, il faut travailler sur l'agriculture durable. La révolution verte qu'on a eue n'était pas verte. Elle a été intéressante parce qu'elle a amélioré la productivité et elle a permis d'éradiquer la pauvreté dans certaines régions. Mais en faisant ça, nous avons perdu un tiers de toutes les terres arables au monde. Et si vous n'avez pas de terres arables, vous n'avez pas d'agriculture et vous n'avez pas de production. Donc la question est aussi de savoir quel type de système agricole voulons-nous construire. On parlait tout à l'heure d'agriculture durable et je pense que c'est là qu'en Afrique, on peut développer de nouvelles méthodes, de nouvelles approches. Parce qu'aujourd'hui, aucun pays ne détient la solution parfaite. Mais il faut que l'on commence à réfléchir à la manière dont on peut produire de manière écologique et pour pouvoir attirer la détermination. Et si on ne peut pas vendre cette alimentation, si on ne peut pas nourrir les gens qui en ont besoin, et il y a aussi une problématique de pauvreté. Très très rapidement, le problème que nous avons en Afrique, c'est que les personnes qui meurent de faim sont les agriculteurs. Et dans le monde, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils sont pauvres. Et cette pauvreté les enferme dans un cycle d'agriculture de moins en moins durable qui crée les sols tels que vous voyez en face de vous sur le mur, derrière nous. Et si nous ne faisons rien, c'est ça l'avenir de l'agriculture en Afrique et nous aussi en tant qu'agriculteurs individuels. Il faut que nous soyons extrêmement précautionneux quant à la manière dont nous allons développer ces systèmes agricoles de manière à la rendre distribuable et accessible à tous. Et pour l'instant, nous ratons le coche. Dans les pays que nous voyons, et particulièrement en Afrique, les aires cultivées, en fonction de l'expérience que vous avez, qu'est-ce que vous avez à nous dire en termes de déchets de gâchis? Les agriculteurs se plaignent en général du fait qu'ils n'arrivent pas à améliorer leurs conditions, particulièrement dans certains pays africains. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme capacité de stockage en Afrique? Je veux d'abord réagir par rapport à ce qu'une compatriote venait de dire tout à l'heure. Nous ne voulons plus, en fait, on nous a dit hier qu'il faut inventer, il faut innover. Effectivement, dans la salle, beaucoup de personnes font de l'agriculture, mais c'est l'agriculture disons, à temps partiel. Donc, de temps en temps, un samedi ou un dimanche, tout le monde fait un peu d'agriculture. En Afrique, généralement, c'est ce que nous faisons.
nous aidons nos parents à faire un peu de l'agriculture, mais ça, c'est vraiment l'ancien modèle. Aujourd'hui, le modèle que nous sommes en train d'essayer d'implémenter ici au Gabon, c'est celui de faire vraiment, de promouvoir des entrepreneurs agricoles. En fait, c'est des gens qui travaillent à temps complet dans le secteur agricole. Il ne s'agit plus d'avoir des paysans, il ne s'agit plus d'avoir des ouvriers agricoles, mais c'est d'avoir des entrepreneurs agricoles. C'est pour ça que nous avons le modèle que nous implémentons, c'est essayer de mettre en place des coopératives. Mais chacun dans la coopérative a une parcelle qui lui est propre et pour laquelle il peut développer un certain nombre de cultures pour vendre. Alors, l'autre modèle, la difficulté que nous avons un peu par ailleurs, c'est quand nous avons regardé ce qui n'a pas marché un peu avant, c'est la question du financement. Les agriculteurs, effectivement, n'ont pas accès à un certain nombre de mécanismes financiers pour un problème de garantie, pour un problème de caution et ainsi de suite, de business plan, de projets bancables. Et ça, le projet Grain vient effectivement régler cette question. Par un partenaire plus privé, nous avons mis en place justement des moyens conséquents pour permettre aux agriculteurs de sainement travailler. Donc, tout ce que nous voulons, c'est attirer donc, les jeunes surtout à adhérer à ce programme. Et le programme, en fait, lui-même permet de régler toutes les autres questions qui étaient des goulets d'étranglement. On a parlé du transport, on a parlé du stockage. Nous, justement, dans le programme que nous implémentons ici, nous essayons de régler ces problèmes en amont. Ça veut dire quoi? Nous, en tant que Sotrader, donc c'est la société qui gère en fait ce programme, s'engage à collecter toute la production. C'est-à-dire qu'une fois la production est là, nous allons sur place, nous aménageons les pistes agricoles, nous aménageons les parcs de stockage, les bâtiments, et nous récupérons toute cette production pour la vendre. En fait, pour l'entrepreneur agricole, il n'y a aucun risque, c'est risque zéro. C'est juste qu'on a besoin de leur volonté, de leur force de travail pour venir donc dans ces plantations et produire. Voilà un peu le modèle que nous sommes en train de mettre en place. Et nous ne voulons plus une agriculture où les gens viennent et ils partent et voilà, ils font ça parce que c'est peut-être un peu voilà, pour perdre un peu de temps ou bien pour essayer d'aider les paysans. Et l'autre préoccupation pour nous, c'est d'inverser la courbe de l'exode rural. Donc oui, effectivement, on a remarqué, comme disait notre collègue de Burkina Faso, que les villes se remplissent alors que les villages se vident. Nous avons un trop plein de jeunes dans les villes et les villages, donc l'arrière-pays est complètement désert. Donc nous voulons inverser cette tendance en proposant dans ce programme un retour vers les villages avec un certain nombre de commodités. Non seulement donc, nous assurons l'autonomisation par donc, la distribution des revenus issus des productions, donc des plantations, mais en même temps, nous mettons en place un programme social d'accompagnement par un certain nombre de choses comme les maisons, comme l'énergie, on en a parlé tout à l'heure, et l'eau, et voilà, donc un certain nombre et l'assainissement pour permettre à ces jeunes qui ont un certain confort en ville, qui ont certaines commodités, de retrouver un tant soit peu ce qu'ils ont, voilà, ce qu'ils peuvent renoncer, auxquels ils peuvent renoncer ici en ville, donc en voulant répartir au village. Voilà un peu le modèle que nous sommes en train d'implémenter ici. Nous espérons qu'il sera réussi et qu'il permettra aux autres pays africains donc, de s'en inspirer. Thank you very much. Is there another question? Merci. Une autre question d'un entrepreneur ou d'un agriculteur, notamment sur la construction. Une question ici. Bonsoir, moi c'est Richard Mwangé, connu au nom de Ricardo. Donc je réside aux États-Unis, je suis l'employé au Forum. Monsieur Bouloubou, c'est ça? Donc j'ai une suggestion, une question pour vous. Nous sommes de la diaspora et parmi nous, il y a ceux qui ont dépassé l'âge de 35, 36, 40 ans parfois. Ils sont restés là-bas parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Quand j'ai vu le programme Grain, j'ai dit, ah voilà, il y a quelque chose. Je suis président de l'association des Gabonais de New York. Donc j'ai un message pour vous. Vous ne communiquez pas assez. Donc vous savez, vous ne communiquez pas assez. Et moi, je sais de quoi je dis. Je suis le supporter du président de la République. Je sais ce qu'il entreprend. Et je vous dis ceci, moi, j'ai envie d'être agriculteur, disons, comme femme, comme on dit aux États-Unis. Mais nous n'avons pas d'informations. Je suis ami personnel de Eman Kamonemono qui travaille avec vous. J'essaie d'avoir plus d'informations pour inciter ceux qui veulent me joindre et aller faire de l'agriculture au village. Parce qu'on veut retourner. Et ce n'est pas toujours être fonctionnaire, comme le président l'a dit, et c'est bien beau, mais vous ne, comme je l'ai dit, vous ne communiquez pas assez. Donc dites-nous exactement
en quoi consiste ce programme Graines pour que j'aille informer les autres quand je vais retourner et combien il faut pour la caution et comment est-ce qu'on peut avoir la terre arabe. Ça, c'est ma question. Thank you. Thank you. Thank you very much. Yes. Merci beaucoup. C'est un bon point. Il faut que le gouvernement, il faut communiquer auprès du public sur ce programme et les opportunités qu'il peut proposer. On va maintenant parler du réchauffement climatique, car ceci est un sujet que nous voulons aborder maintenant. Monsieur Porta, comment ceci a un impact négatif sur le secteur de l'agriculture en Afrique? Nous avons entendu plus tôt que les personnes partent de leur village à cause de la sécheresse, à cause du réchauffement climatique. Donc, la question que je vous pose, c'est quelles sont les suggestions? Quelles sont les solutions que nous pourrions appliquer qui permettent de diminuer cette migration de ces agriculteurs qui partent de leur zone rurale? C'est très ambitieux de répondre en quelques mots sur ce sujet qui est à l'échelle d'un continent, mais je pense qu'il y a d'abord, par rapport au phénomène agricole, la question de l'approvisionnement. Oui, ce que je veux dire, c'est donner quelques suggestions. C'est l'agriculture intelligente en fonction du climat, les nouvelles récoltes. Par rapport au sol, c'est toujours. Je crois qu'en Afrique, je suis très étonné et c'est très encourageant parce que ce que je viens de voir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le souhait d'être agriculteurs ou de le devenir et qui sont des urbains. Donc ça, il y a une volonté qui est très... je suis très étonné agréablement. Après, par rapport à la question de comment répondre aux problèmes, alors il y a des situations extrêmement dégradées. Je crois qu'il ne faut pas commencer par le pire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer à éteindre le feu de partout, mais plus à essayer, parce que là c'est vraiment aller dans toutes les directions, mais c'est plus par rapport à des initiatives de retrouver le sens de la terre. Ce que je disais, la terre est vivante, c'est un organe vivant, et l'idée d'introduire une agriculture respectueuse, entre guillemets biologique, est quand même la source, je crois, d'une réponse nouvelle en fédérant des initiatives. Et c'est pour cela que l'idée d'utiliser des engrais organiques, donc qui ne sont pas nécessairement achetés à l'industrie chimique et qui est produit localement, rend une possibilité de commencer à produire à moindre coût et de mettre en place l'irrigation. C'est simple, mais il faut savoir, pour faire pousser des plantes, il faut pouvoir un sol qui les nourrit et des plantes qui sont arrosées. Même en climat tropical, du fait des cycles, il faut arroser régulièrement pour avoir une production. Et de cette façon-là, c'est des éléments très simples qui permettent d'installer une agriculture qui devient pérenne. Thank you very much. Any other questions from the audience? Beaucoup d'autres questions? Oui, là. Je suis Bouya Esteville, coordinateur général Gawa Écologie. Alors, j'ai plutôt un constat fait par rapport au projet Graines. Et vous avez si bien su faire la relation entre l'agriculture et les changements climatiques. Lorsque nous regardons le projet Graines, nous voyons que lorsqu'ils font leur plantation, parce que je fais au moins un voyage par semaine, sinon 3 voyages par mois dans le Wellington, et j'ai vu comment le projet Graines fait leur plantation. Lorsqu'ils font leur plantation, ils terrassent les passerelles avec des bulldozers. Or, nous savons que lorsqu'un bulle passe quelque part, il déracine l'arbre jusqu'à la racine principale. Donc, du coup, il y a un problème de reboisement qui peut se poser. Est-ce que, lorsque le projet Graines fait cela, le projet Graines pense au lendemain des sols? Quand bien même, lorsque nous jetons un regard aussi dans l'exploitation forestière, nous remarquons que là où un bulle est passé, il y a des problèmes pour qu'un arbre puisse pousser. Est-ce qu'aujourd'hui, monsieur le directeur du projet Graines peut nous rassurer que le projet Graines est un projet soutenable, viable et durable? Et l'autre question, c'est que
lorsque nous regardons ce qu'entreprend le projet Grain par rapport à la formation, le projet Grain sélectionne des personnes qu'ils envoient à Singapour suivre une formation, quand bien même nous savons que Singapour et le Gabon sont deux pays avec des climats différents. Or, le Cameroun à côté, qui a les mêmes périodes climatiques que nous, n'ont pas besoin d'envoyer des gens à Singapour pour suivre une formation, quand bien même ils ont atteint l'autosuffisance alimentaire. Est-ce que c'est une façon pour le projet Grain de pouvoir montrer qu'à Singapour, il y a plus de technologies au niveau agricole qu'au Gabon? Et est-ce qu'ils ont tenu compte que ce climat, avec leur méthode, peut être applicable au niveau du Gabon? Et aussi, permettez-moi de terminer, aussi par rapport aux engrais, comme disait le monsieur, est-ce que nous savons que l'agriculture industrielle fait recours obligatoirement à l'engrais, et qui est l'engrais chimique? Est-ce que monsieur le directeur peut nous dire aujourd'hui que le projet Grain ne fera pas recours à l'engrais qui a pourvu le sol à long terme? Parce que là aussi, c'est ça le développement durable, c'est le fait de penser au présent, mais ne pas oublier les générations futures. Or, nos générations futures ont besoin de cela. Le Sénégal en subit aujourd'hui parce que dans peu de temps, le Sénégal n'aura plus de produits. Thank you. So it's about Merci beaucoup. Donc on parle là d'écosystème en fait, et notamment par l'utilisation des engrais. Voulez-vous répondre brièvement, monsieur? Merci pour cette question. Je vois que le projet Grain soulève beaucoup de passion et beaucoup de réactions. C'est très bien, notamment les jeunes. Et je pense qu'on va avoir carrément peut-être une séance vraiment spécifique dédiée à Grain parce que sinon les autres panélistes ne vont pas intervenir. Ce que je dois, juste pour résumer, effectivement, je note votre remarque. So can you just respond to the comments made? Donc, répondez juste à la question, s'il vous plaît. Nous allons communiquer auprès de la diaspora, c'est noté. Pour la question du changement, disons, de la viabilité, de la soutenabilité du projet Grain, le problème ne se pose pas. Le côté palmier à huile, donc les cultures de rente sont certifiées. Donc aujourd'hui, nous avons un engagement, c'est de certifier ces plantations RSPO. Et pour les cultures vivrières, nous sommes en train de travailler, ce que vous avez à OIM, c'est sous le contrôle de la Direction générale de l'environnement. Vous savez que nous avons une loi, un code de l'environnement qui est sévère. Nous avons une loi sur le développement durable qui ne permet pas des écarts en ce qui concerne vraiment la gestion environnementale. Donc, tout ce que nous faisons, c'est avec des préalables, notamment les études d'impact environnemental qui sont là. Vous pouvez venir chez nous vérifier que ce que nous faisons là, en fait, nous le faisons dans les zones de moins de risques écologiques. Donc, pour l'instant, le programme se déploie dans les zones qui sont déjà cultivées, à côté des villages. C'est justement ces zones que nous avons déterminées avec l'Agence nationale des parcs nationaux, avec le ministère de tutelle, pour qu'il y ait moins d'impact. Mais malheureusement, on ne peut pas avoir impact zéro, puisqu'il faut quand même qu'on développe l'agriculture, et une agriculture intensive pour permettre de réduire notre dépendance alimentaire. Donc nous sommes quand même obligés d'un peu de déforester pour avoir des grands espaces. Il ne s'agit plus de faire l'agriculture comme on faisait, nous faisaient nos parents, les paysans. Aujourd'hui, c'est une agriculture mécanisée. Et pour avoir des rendements, comme on a dit, on a besoin de mécaniser, on a besoin d'utiliser un peu d'engrais, mais sous le contrôle justement des autorités compétentes. Donc, en même temps, on veut donc régler le problème de la sécurité alimentaire. En même temps, on doit concilier les problèmes écologiques. C'est l'un dans l'autre que nous sommes en train de travailler pour trouver un équilibre. Mais on ne peut pas non plus ne pas déforester un peu, pourvu que soit on compense, soit on atténue, exactement comme c'est prévu dans les textes en vigueur. Donc je pense que cette question, nous avons un stand dehors, vous pourrez déjà avoir quelques informations là-dessus, mais sinon, pour les autres questions, on va peut-être se trouver dans un autre cadre. Thank you. Professeur Sasson, this is your Professeur Sasson, ça c'est vraiment votre domaine, n'est-ce pas? Alors l'agriculture en Afrique, en quoi on peut dire qu'elle est propre et véritablement écologique? Eh bien, je crois qu'on peut résumer ce que l'on a dit jusqu'à maintenant par une espèce de dicton ou slogan. Il faut qu'on produise plus, ceci est clair. Même si, en même temps, il faut qu'on réduise
de façon très importante ce qui a été dit, le gaspillage. Mais il faut produire plus et mieux, ce qui veut dire, comme cela a été dit, respecter l'environnement, respecter le sol, respecter les gens, faire en sorte que les gens prennent part à ce projet. L'agriculture, c'est quand même très, très complexe. C'est probablement une entreprise parmi les plus complexes. Je suis content de voir, au fur et à mesure que je viens à ce forum, qu'il y a tant de personnes intéressées et parlant d'eux et en faveur de l'agriculture. Donc oui, nous avons besoin d'infrastructures techniques, nous avons besoin d'engrais. Et je veux dire, on a besoin d'engrais biologiques. Mais je veux dire, la durabilité, c'est bien joli, mais c'est difficile en soi. Le besoin est là. Il faut qu'on nourrisse les gens. Hein. Il faut qu'on nourrisse les gens qui ont faim. Donc j'aurais dit, il faut qu'on ait des agriculteurs. Il faut d'abord nourrir la famille de l'agriculteur, avec finalement des agriculteurs avec une petite exploitation. Quand vous avez l'agriculture, vous réduisez non seulement la pauvreté, mais la pauvreté extrême. Et donc, vous participez au développement du pays. Les pays africains, ils ne sont pas fous. Ils savent bien qu'ils doivent mettre sur leur agenda politique l'agriculture et que ça doit devenir un moteur de l'économie en plus de l'exploitation minière, de l'hydroélectricité, de tout ce que vous voulez, de la pêche, mais et pourtant on n'a pas parlé du bétail pour l'instant et pourtant c'est un élément essentiel. Donc peut-être qu'il faut par instant, par endroit, avoir une agriculture plus intensive, mais n'oublions pas non plus les aspects sociaux. La dimension sociale est fondamentale. On a parlé des lois, de la législation, on a parlé du fait que les enfants sont fascinés par ceci. Et pourtant, je vous le répète, la Chine l'a fait, le Brésil l'a fait, et à travers ceci, on diminue la pauvreté extrême. Mais en éduquant les fermiers, notamment par exemple dans certains pays d'Afrique du Sud, les voisins n'ont pas le même niveau de communication, le gouvernement ne communique pas suffisamment. Donc, dans quelques endroits, quel est votre avis là-dessus? Oui, c'est vrai que dans la plupart des pays africains, Burkina Faso, Bénin, Togo et d'autres, le Cameroun maintenant, il y a beaucoup de façons de s'exprimer et beaucoup de langues. Donc, il faut prendre en compte cette complexité. Et c'est là où les sciences de l'information peuvent nous aider. En Afrique de l'Ouest, on a développé un logiciel avec les États-Unis qui nous permet de passer un SMS auprès d'un certain nombre d'agriculteurs dans différentes langues, au niveau d'une région, Afrique de l'Ouest par exemple. Et cela nous permet d'être en contact constant avec ces agriculteurs. Par exemple, savoir ce qu'il faut en termes de distribution. Et quand on parle du réchauffement climatique, on peut leur donner des informations à propos du climat de telle façon que l'agriculteur sache qu'il va y avoir de fortes pluies qui vont se produire. Parce que, avec ce changement climatique, on sait que si vous n'en semez pas, si vous n'ensemencez pas au bon moment, eh bien, vous allez perdre votre culture. Donc, en utilisant l'évolution des sciences de l'information, les sciences des informations, les télécommunications, ceci peut nous aider à mettre en place un meilleur système de communication avec les agriculteurs, même s'ils parlent des langues différentes. Dernière question en ce qui concerne l'agro-industrie. On en est où? Vous voulez dire quoi? Comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Parce que vous avez parlé de gaspillage, n'est-ce pas?
Donc, on pourrait augmenter la valeur. Je crois que le vrai problème en termes d'industrialisation de l'agriculture, de transformation de l'agriculture, c'est qu'on le fait dans les villes, ça. Et en fait, aujourd'hui, grâce à la technologie, la notion d'échelle, l'échelle est devenue beaucoup plus petite. C'est-à-dire que en fait, l'idée, c'est de rapprocher les usines du lieu de production. On parlait avant du gaspillage. On sait qu'il y a beaucoup de choses que l'on ne peut pas stocker. Et vous savez que de toute façon, vous aurez beau mettre tout ce que vous voulez, vous ne pourrez pas. Il faut le transformer sur place. Et c'est là où je pense qu'il y a beaucoup d'innovations sur la façon dont on produit. Et pour revenir à ce qui a été dit, et on doit s'éloigner de cette approche très dogmatique qui est de dire que l'agriculture bio est la seule, bien que l'autre non bio est la seule. Non, je crois que l'agriculture d'aujourd'hui et du futur est un mélange des deux façons de faire, entre autres, en faisant qu'on puisse transformer le produit au plus près de son lieu de production. On en a parlé un peu plus tôt, et on rejoint la notion de l'énergie, parce que pour faire tout ça, il faut de l'énergie. Et je crois que ceci est probablement ce qu'il y a de plus important avec ce problème de l'agriculture. On ne peut pas penser à l'agriculture comme quelque chose qui serait dans son coin tout seul. On parle de la gestion du sol, on parle de l'infrastructure, on parle de l'énergie, on parle de l'éducation, on parle du développement d'autres travaux. Donc, au fur et à mesure qu'on modernise l'industrie, eh bien, il y aura peut-être moins d'emplois dans l'agriculture. Donc, il faut penser à ça globalement, politiquement, et comme quelque chose qui est lié. Encore une fois, l'agriculture n'est pas une activité isolée. Il s'agit là de développement rural. Ouais. Donc c'est une filière, et c'est une filière sociale aussi, d'une certaine façon. Ça permet de donner les bons emplois. Pourquoi est-ce que les gens quittent le milieu rural? C'est pas parce qu'ils pensent qu'être agriculteur c'est nul, c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement à cause de la pauvreté. Donc, on ne réussira pas dans notre politique agricole si on n'a pas une approche holistique. Donc, je voudrais terminer en disant les points principaux que nous avons vus. Donc, il faut que l'on puisse... on sait que l'Afrique peut se nourrir par elle-même, que l'Afrique peut, et que l'agriculture peut être un moteur en Afrique, à condition qu'un certain nombre d'actions soient mises en place, que l'on mette en place les coopératives pour ces petits agriculteurs, qu'il y ait une infrastructure technique avec de meilleures semences, des engrais, une meilleure gestion des sols, une meilleure approche sociale, la construction de sites, de stockage et une agriculture durable qui passe par l'éducation des agriculteurs. On a vu également que le gaspillage était important, basé particulièrement sur le stockage et le transport. Donc l'idée n'est pas de forcément produire plus, mais de produire en respectant l'environnement. Il y a évidemment beaucoup d'autres points qui ont été abordés lors de cette session. Je voudrais maintenant remercier nos invités et l'ensemble du public. Merci beaucoup à tous.